Donc, je suis avec Joël et Alexandra. Merci d'être là aujourd'hui. On est là pour parler de masto-oncologie, mais particulièrement pédiatrique aujourd'hui, parce que Alexandra, tu as passé à travers ça avec ton fils Oui. Tout récemment. Vous êtes encore dans le Oui. processus, même si Alexis est en rémission en ce moment. Exactement, exactement. Alexis a reçu son diagnostic le 28 juin 2021, alors qu'il avait 6 ans et demi. Il a subi 25 mois de traitement de chimiothérapie pour traiter une leucémie aiguë lymphoblastique de type B. Puis là, ben, ça a fonctionné. Donc, il est en rémission depuis le 4 août, 2023. C'est combien de temps de rémission? Il compte les 2 années de traitement qu'on fait. Donc, c'est 5 ans, c'est souvent ça. Mais puisque les 2 années de traitement comptent, parce que les traitements débutent par 1 mois d'induction, où on force une rémission. Puis si c'est efficace, si ça fonctionne, ben les 24 mois qui suivent, il est comme en rémission, mais on s'assure qu'il n'y a plus de cellules cancéreuses nulle part en lui donnant toutes sortes de chimios. Ça compte dans le décompte, donc c'est comme 3 ans post-traitement après qu'on doit attendre pour vraiment dire qu'il est guéri. Comment ça s'est déclaré chez Alexis? Comment vous avez eu un doute qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Comment ça s'est présenté? En fait, c'est qu'il a fini sa dernière journée de maternelle, puis il faisait de la fièvre. Puis à cette époque-là, c'était la COVID beaucoup, là, donc c'était difficile de voir un médecin, puis on a tout de suite pensé que c'était une COVID, qu'on l'a amené passer un test PCR, qui s'est avéré négatif. On s'est dit, bon, c'est un virus, ça va passer. Mais 6 jours plus tard, il faisait encore de la fièvre. Ce qui me tracassait, c'est que c'était un beau ciel bleu, sinon il n'y avait aucun autre symptôme, il y avait mal nulle part. Ma petite voix de maman me disait qu'il y avait quelque chose. Puis vu que c'était difficile de voir un médecin à cause de la COVID, bien, on a comme décidé d'aller consulter à Sainte-Justine directement. Parce que sinon, il fallait repasser des tests spéciaux. Je suis comme, en attendant, il n'y a pas de soin. Même à Sainte-Justine, l'urgentologue ne voyait pas pourquoi il faisait de la fièvre. Donc, elle a demandé un bilan sanguin, pensant trouver une mononucléose. Et finalement, ben, 45 minutes plus tard, on me faisait revenir. On me disait, la formule sanguine, c'est catastrophique. Elle dit, là, j'ai pas le choix de nommer qu'on est inquiet. On demande à des hématologues d'observer, d'aller voir les cellules. Mais assurément qu'il a besoin de transfusion. Puis, ben, on attend de voir la suite. C'était comme à 9 h le lundi matin. Puis à midi, on nous revenait en nous disant que c'était bel et bien un cancer. C'est rapide, là. Oui. Oui, parce qu'il y avait des cellules cancéreuses. Ils ont fait ce qu'on appelle un frottis. Donc, ils étalent du sang sur une petite plaquette mélangée avec un produit quelconque. Ça fait ressortir les cellules cancéreuses, puis c'était bourré de cellules anormales. Donc, ils savaient que c'était un cancer du sang. À savoir lequel exactement, ben ça a pris 2 jours de plus, mais ça. Puis son seul symptôme, donc, c'était la fièvre. Avant ça, il n'avait pas montré d'autres signes quelconques que par après, tu vous êtes dit, ah oui, peut-être qu'aucun. Non. OK. Puis à ce moment-là, la fièvre a été contrôlée. Bien, la fièvre était due à son cancer, dans le fond, à son système immunitaire qui réagissait aux cellules, qui combattait de son côté. Donc, ça a pris quand même une semaine ou 2 avant qu'elle disparaisse complètement. Fait qu'on l'a contrôlée avec du Tylenol. Mais les oncologues n'étaient pas inquiets de voir de la fièvre. C'était comme normal, dans le fond. Puis ils m'avaient dit, là, on va commencer les traitements, puis la fièvre va finir par s'estomper et quitter. Ce qui est arrivé, là. Je pense que ça a pris peut-être une semaine, puis il faisait plus de fièvre. Oui, oui. Une semaine de fièvre. Oui. Oui, mais c'était le cadet de souci, je pense. Oui, oui, je sais, mais déjà pour un enfant. Ça le dérangeait plus trop, oui. Oui. Comment on explique à un enfant que c'est... Oh, ça a été difficile. C'est difficile parce que même nous, on a de la misère à comprendre comme parents que notre enfant a ça. Puis on est à fond la caisse dans le sentiment d'injustice, puis c'est ça. Puis la peur viscérale de perdre notre enfant. Il y a 6 ans et demi, fait qu'il comprend plus ou moins. On lui expliquait comme on pouvait, que dans le fond, il y avait des... On est parti du principe qu'il y a des soldats dans son corps qui l'aident à combattre les infections, puis que lui, malheureusement, ces soldats, il y avait comme eu un virus qui s'est attaqué à eux, puis qu'ils avaient détraqué, qui étaient rendus comme des soldats méchants. Et que là, il fallait lui donner des médicaments pour se débarrasser de ces soldats-là qui ne faisaient plus bien leur travail et qui, au contraire, lui nuisaient.
que tout ce qu'ils prenaient, ben, c'était justement pour éliminer les soldats méchants et ramener, dans le fond, des soldats gentils. C'est un peu comme ça qu'on lui a présenté. Sans rien lui cacher, c'était super important. On nous avait expliqué à Sainte-Justine, il faut toujours dire la vérité. On n'est pas obligé de tout nommer. Mais ne jamais mentir à un enfant, ne jamais lui dire que ça lui fera pas mal, ne jamais lui dire que, c'est ça, faut être transparent avec eux pour que le lien de confiance s'établisse. Puis, c'est un peu ça qu'on a dit. Ses grandes sœurs ont trouvé ça un petit peu plus, comprenaient mieux le principe de cancer, là. Oui, Fait que l'annoncer aussi à la fratrie, c'est Oui. Mais à travers tout ça, Alexis, c'est vraiment pas un anxieux. Puis les enfants, c'est la beauté du cancer pédiatrique, si je peux le dire comme ça. Ils sont très dans le moment présent. Oui. Ils ne pensent pas, ils ne se projettent pas plus tard. Fait que la peur de mourir n'est pas là. Ils sont vraiment dans le OK, là, je vais passer un moment très désagréable parce que j'ai un traitement, j'ai une aiguille. Mais une fois que c'est fini, on recommence à jouer. Et c'est tout. Fait que l'anxiété de ce qui s'en vient plus tard, la peur des conséquences possibles, elle revient beaucoup aux parents, mais pas tant à l'enfant. Contrairement aux adultes qui ont un cancer. Je pense que ça vient. As-tu essayé de t'inspirer un petit peu de c'est difficile comme adulte, là, parce qu'on a tendance à toujours être dans le futur, mais les enfants nous entraînent là-dedans à un moment donné. Parce que c'est sûr que quand on est en phase d'induction, on est hospitalisé avec notre enfant pendant... nous, on a été chanceux, on a fait 18 jours, puis la fin de l'induction, on a pu la faire à la maison parce qu'il progressait bien, puis c'était des médicaments qui se prenaient par voie orale. On retournait aux 2 jours à l'hôpital pour recevoir ce qui se donnait par voie intraveineuse, mais il était suffisamment en forme pour revenir à la maison, ça allait l'aider à se mobiliser. Parce qu'il se déconditionne aussi un peu quand ils sont à l'hôpital, surtout en temps COVID, on ne pouvait pas sortir de notre chambre. Fait que ça limitait les déplacements, mais il y a des enfants qui vont être obligés de faire le 32 jours au complet à Sainte-Justine. Donc, ça, c'est plus difficile. Mais à partir du moment où on commence à revenir à la maison, puis là, on est en clinique externe beaucoup, la salle de jeu, le camp sont tellement présents, les enfants sont tous là pour s'amuser, ils ont hâte d'y aller. Même s'ils savent qu'il y a des traitements nuls qui s'en viennent, le reste, tout autour est tellement amusant que ça nous permet à nous aussi de faire, ben OK, on s'en va, Alexis, c'était le pays de la Switch. Il avait le droit de la Switch quand il était à Sainte-Justine, il n'avait pas le droit à la maison vraiment. Fait qu'il y avait hâte d'y aller, puis nous, on avait hâte d'aller là avec lui pour faire son... Puis c'est, tu sais, des fois, il a fait une phase, il y a comme 3 phases d'hospitalisation en plus de l'induction. Il y a 3 traitements qui vont demander à ce qu'il soit hospitalisé dans le cadre de son protocole à lui. Il y en avait une qui durait 5 jours. Il était malade, 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 malade. C'est incroyable ce qu'il lui donnait, c'est tellement toxique. Il était sur 3 antinauséeux en même temps pour essayer de gérer les vomissements puis les nausées. Puis on n'a pas le choix de le boire 1 heure à la fois. Je peux pas... Ça, on oublie le reste, Mais c'est un apprentissage qu'on fait à la vitesse grand V au début de parcours, je pense. Sans remettre le monde médical en question, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ça n'a pas de bon sens, ça rend malade, il me semble que c'est pas la bonne, on n'est pas sur la bonne voie, ou tu as fait une confiance aveugle? Confiance aveugle à Sainte-Justine là-dessus. Mes pensées étaient plus, ça n'a pas d'allure que lui traverse ça, pourquoi c'est pas moi? Je l'aurais pris sur mes épaules à moi, j'aurais traversé tout ça. Mais mon pronostic aurait vraiment pas été le même que le sien. Lui, parce qu'il était jeune, son pronostic était 1000 fois meilleur que si c'est moi qui l'avais eu. Mais c'est le sentiment d'impuissance qui est vraiment plus difficile, je pense. Pour le reste, je faisais confiance au contraire, son papa et moi, Francis et moi, on suivait les protocoles à la lettre, là. Je pense que ça nous a aidés, nous aussi. On allait chercher notre contrôle là. Nous, gérer notre peur, notre contrôle, on allait chercher dans toutes les consignes qu'ils nous ont données. On les a suivis à la lettre. Je pense qu'ils nous ont trouvé un petit peu intense. J'étais là, tu me dis, faut que je fasse ça, je vais faire ça. Je vais pas dire, celle-là, je la laisse tomber. Puis celle-là, il n'a pas le droit d'aller dans une piscine publique, il va pas dans une piscine publique. Il n'a pas le droit d'aller dans le sable, il ira pas dans le sable. On a tout fait. C'était au niveau de son immunité, ça? Exactement. Parce qu'il est immunosupprimé, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut plus faire, qu'il pouvait faire avant. Le temps des traitements, le temps... Donc, on a tout suivi à la lettre. Au niveau de l'alimentation aussi, il y a beaucoup de choses à respecter. Quand on prépare la chimio à la maison, tout ce qui est par voie orale, c'était mon conjoint qui préparait les capsules de médicaments à lui donner. On en avait plusieurs par jour. Il s'installait, il avait l'air d'un pharmacien dans le coin, là, avec ses gants, puis tout désinfecté, puis il manipulait à la pince à cils parce qu'il fallait pas toucher avec nos mains. On a tout fait.
OK. Puis ça donnait de bons résultats. Oui. Aujourd'hui, Alexis, on le disait tantôt, il est en Il est en rémission, il est rémission. en pleine forme, déborde d'énergie. Est-ce que son immunité... Ah oui, ça, il est revenu à ce qu'il était. Son bilan sanguin est tout à fait normal, identique à un enfant qui n'aurait pas traversé, l'a traversé. Donc, on est rendu à des suivis un peu plus espacés. Puis, OK. dans le fond, le but étant de s'assurer qu'il ne fait pas de rechute. Effectivement. Est-ce qu'il y a un pourcentage quelconque de chance? Oui. Oui, Ça fait partie, dans le fond, des investigations qu'ils font en début de parcours, à savoir, ils font des ponctions de moelle osseuse pour savoir exactement quel type de leucémie il a. Lui était dans une leucémie aiguë lymphoblastique de type B, donc c'était déjà le type de leucémie le mieux connu, donc préférable à avoir, si je peux dire. Ils ont aussi fait des analyses génétiques sur ces cellules cancéreuses. Ça a été fait à Boston. Saint-Justine le fait, mais il l'envoie aussi à Boston pour voir s'il y avait des mutations génétiques, parce que là, ça vient jouer sur le pronostic. Alexis avait vraiment une leucémie de base. OK. Donc, et vu son âge, différents critères, il était considéré comme à risque faible de rechute, ce qui le place à environ 5% de rechute. Donc, si on prend 20 enfants qui ont son cancer, il y en a un qui va faire une rechute, il y en a 19 qui n'en auront pas. C'est juste qu'on ne sait pas si notre enfant est l'enfant sur 20 ou pas, mais c'est le meilleur pronostic qu'on pouvait espérer. Est-ce qu'on vous a donné des astuces, des stratégies? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez vérifier régulièrement ou faire attention pour éviter que ça revienne? Est-ce qu'il y a un contrôle là-dessus? Aucun. OK. Et c'est pour ça que vivre le moment présent prend tout Son sens. Okay. Il va bien aujourd'hui, on a du plaisir aujourd'hui, on ne pense pas demain. À quel moment la massothérapie ou Joël est arrivé dans votre vie, dans le fond? Dans le fond, à deux moments différents. La première fois, c'est à Sainte-Justine, pendant son mois d'induction, au tout début. Il y a deux massothérapeutes qui sont là et qui viennent se présenter, qui travaillent avec Leucan, parce que Leucan est très présent auprès des familles à Sainte-Justine. Il y a toujours des conseillers sur place, ils ont un bureau là, ils sont très présents dans la salle de jeu aussi. On a tous une conseillère qui nous est attitrée, qui vient nous voir et qui prend soin de nous pendant toute la durée des traitements. Bref, elles sont venues se sont présentées donc à mon mari et à moi, elles se sont présentées à Alexis, nous expliquent qu'elles viennent faire des massages aux enfants qui subissent des traitements et qu'on y va vraiment à son rythme à lui. Okay. Parce qu'effectivement, au début, Alexis ne veut pas qu'on le masse, mais c'est très normal. Oui, parce que tu disais tantôt, tu sais, les piqûres, les traitements, vu rencontré beaucoup de personnes, souffert beaucoup. Exactement. Beaucoup de procédures très désagréables, beaucoup d'aiguilles, puis même les médicaments qu'on lui donne, il ne se sent pas bien. Donc, il repousse, il aimerait repousser tout ce qui est médical. Il peut pas, on lui impose. Il comprend pourquoi, mais c'est fâchant quand même. Il aime pas se faire toucher, en général. Puis il me le nommait. Qu'est-ce qu'ils vont encore me toucher? Est-ce qu'ils vont encore venir me faire mal? C'est crève-cœur comme question, parce que nous, on le sait que c'est nécessaire. Fait qu'au début, Alexis ne voulait rien savoir de la massothérapie parce qu'il voulait pas qu'on le touche. C'est un étranger qui vient le toucher encore. Mais, finit par, elles sont habituées, finit par le convaincre de se laisser masser un pied. En jouant à la Switch. Il joue à la Switch, il se laissait masser le pied en même temps. OK, là, est-ce que je peux faire l'autre pied? OK, oui. Puis, tu sais, fait les deux pieds, puis je pense que ça a duré 5 minutes la première fois qu'il a accepté. Puis ça a été juste les deux pieds, mais c'était correct. Elle a dit, est-ce que tu me permets de revenir une autre fois? Puis il a dit, OK. Puis de fil en aiguille, il a accepté qu'on le touche un peu plus. Après ça, il est sorti de l'hôpital parce qu'il avait fini son induction. Puis là, on était à la maison, mais on retournait fréquemment à l'hôpital. Je vais juste faire une parenthèse, induction. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Alors, c'est la phase. Dans le fond, le protocole qu'Alexis a suivi de traitement dure 25 mois et c'est découpé en 3 phases. La première phase, c'est l'induction qui dure 1 mois où on force une rémission. Donc, on veut forcer la moelle osseuse d'Alexis à redevenir normale, entre guillemets. Parce que quand on a commencé
les traitements, 90% de sa moelle osseuse était rendue des cellules cancéreuses. Fait que là, on veut essayer de ramener ça à 100% de sa moelle osseuse ne contient plus de cellules cancéreuses dans l'échantillon qu'on prend, évidemment. C'est toujours un échantillon. La deuxième phase, c'est la consolidation. Donc, on veut consolider notre induction. On veut s'assurer que l'induction qu'on a fait fonctionne. Ça dure de 8 à 10 mois. C'est des traitements de chimio qui sont différents de l'induction et qui vont être différents aussi de la troisième phase. Puis la troisième phase, dans le fond, c'est celle où on s'assure que elle dure 1 an et demi. On s'assure que tout le travail qu'on a fait jusqu'ici va s'installer pour rester. OK. Fait que quand je parle d'induction, c'est vraiment c'est le mois qui est probablement le plus difficile en termes pour l'enfant, du moins. Peut-être pas pour les parents, mais pour l'enfant, c'est 1 mois d'hôpital, à la maison, là, pas à la maison, voit plus sa famille vraiment, à part un parent. Il y a toujours un parent avec lui, mais l'autre parent est à la maison avec la fratrie. Beaucoup de procédés désagréables. Et là, dans le fond, l'induction, c'est la première phase. Là, déjà, en première phase, il a reçu des soins de massage. Oui. Donc, Joël, Ben, il n'y a pas de danger à recevoir de la massothérapie quand on a le cancer. Définitivement pas. C'est un mythe qui est de moins en moins présent, mais qui est encore là, malheureusement. À la base, je pense, c'était surtout de dire qu'on peut propager le cancer pendant si on masse une personne qui est atteinte. Mais pour la grande majorité des cancers, que ce soit pédiatrique ou adulte, quand on parle d'une masse qui, à quelque part, c'était pas le cas avec la leucémie parce que ce qu'on appelle une tumeur liquide. Mais quand c'est une tumeur solide qui est une masse qu'on peut qu'on n'ira pas palper, mais qui est palpable à un moment donné, comme si on prend l'exemple du cancer du sein, où il y a une masse, cette masse-là, elle s'attache à tout ce qui est alentour comme tissu. Fait que si on va pas masser dans cet endroit-là, il n'y a pas de raison qu'on répande le cancer parce que la masse va rester là à la base. Et il y a aussi le fameux mythe de dire faut attendre que la personne, exemple, soit en rémission pour pouvoir masser ou quoi que ce soit. La réalité est que dès qu'il y a un diagnostic qui est connu, qu'on sait c'est quoi le protocole qui s'en vient. Donc, à partir du moment du diagnostic, pendant les traitements, après les traitements, une fois qu'on est en rémission et pour ceux qui sont, je dirais pas moins chanceux, mais moins favorisés soit parce que le diagnostic a été émis tard ou quoi que ce soit, on peut masser jusqu'en soins palliatifs également. Fait, à partir du moment où il y a un diagnostic qui est établi par l'équipe médicale, à ce moment-là, on peut prodiguer des soins de massothérapie, justement, autant à la personne qui est atteinte, mais souvent, c'est le côté magique de l'oncomassothérapie, du moins pour moi, c'est que oui, on masse la personne qui est malade, mais on en fait aussi bénéficier l'entourage qui en a tout autant de besoin, mais de façon différente à cause de justement la charge mentale en tant que parent, entre autres, où l'impuissance prend toute la place. Puis c'est ce que j'allais dire, le deuxième, dans le fond, le deuxième volet où la masso est arrivée, c'est avec Joël, puis c'est passé par moi. Puis ce que je voulais compléter par rapport à, tu sais, Alexis avait aucun problème à recevoir de la masso pendant ses traitements. La seule contrainte qu'on avait à respecter, dans son cas à lui, c'est que dans sa formule sanguine, on regardait ses plaquettes. Les plaquettes, dans le fond, c'est ce qui fait, qui répare les blessures qu'on a. Fallait pas que son nombre de plaquettes soit trop bas parce que là, ça aurait pu faire des bleus puis des petits segments. Mais ça, les médecins, je veux dire, il y avait une prise sanguine à chaque fois qu'on allait à l'hôpital. Il y en avait plusieurs par semaine. Donc, tant que son niveau de plaquettes était au-dessus d'un certain nombre, il n'y avait aucun souci, il pouvait recevoir la masso sans problème. Puis là, c'est ça, moi, quand on est revenu à la maison après l'induction, là, la charge est beaucoup sur nos épaules parce qu'on n'est plus avec l'équipe médicale à temps plein. Donc là, c'est un peu plus sur nous que ça repose. Il y a beaucoup de visites à l'hôpital. La fatigue s'installe pour les parents. C'est très lourd. L'anxiété est très présente. Moi, rendue au mois d'octobre, donc là, on a commencé l'histoire du cancer, la maladie fin juin. Rendu en octobre, là, j'emmène pas large. J'emmène pas large. Puis, je me souviens d'un rendez-vous on était dans la salle de jeu à Sainte-Justine, donc Alexis joue à sa Switch, évidemment. On attend pour le médecin, puis ma conseillère de Leucan, qui s'appelle Christelle, est venue me voir pour prendre de mes nouvelles. Puis,
Moi qui déteste pleurer en public, là, je pleurais dans la salle d'attente. Je suis comme, c'est difficile. Puis là, elle m'a dit, ben, elle dit là, on avait comme arrêté la masso à cause de la COVID, hein, parce que la COVID avait tout ça. Puis elle m'a dit là, on recommence le programme de massothérapie. Moi, je savais même pas qu'il existait un programme de massothérapie avec le camp. Puis elle m'a dit, je pense que ça pourrait vraiment te faire du bien. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un vienne, soit que vienne à la maison ou toi, tu te déplaces à ton choix pour une séance de massothérapie, puis toute la famille en bénéficie. Là. Fait que ça, c'est bon pour Alexis, mais c'est bon pour ses 2 sœurs, puis ça peut être bon pour ton chum. Je me suis mise à pleurer encore plus fort. Oui, s'il vous plaît. Oh. J'ai fait un câlin. Puis normalement, le programme, vu que ce soit un rendez-vous 2 mois, mais elle dit là, je pense qu'elle dit, je vais permettre qu'on fasse un par mois pendant 3 mois. Puis après ça, on passera aux 2 mois. Puis c'est le camp, dans le fond, qui a fait le jumelage avec Joël. Puis je me souviens, quand il est venu, total lâcher prise sur la table de masso. C'était comme, bon, là, moi, pendant 1 heure, je ne pense pas. Je laisse cette personne s'occuper de moi parce que j'ai besoin de décrocher. Et ça m'a fait un bien énorme. Énorme, énorme, énorme. Puis j'attendais, là, à chaque, tu sais, les 3 premiers mois, puis après ça, à chaque fois que Joël venait, là, c'était comme mon petit bonbon à moi, là, où je pouvais prendre une pause de la maladie et juste me reposer vraiment, puis arrêter les hamsters dans ma tête. Ça me permettait d'arrêter les hamsters dans ma tête. Est-ce qu'il y avait une partie qui te rassurait du fait que c'était un massothérapeute spécialisé en oncologie, même si tu n'étais pas atteinte de cancer, dans le sens où il comprenait ce que tu vivais? Oui, c'est sûr que oui, parce que justement, c'est un sujet sensible. Il y a beaucoup de gens qui sont maladroits par rapport à la maladie, savent pas toujours quoi dire, savent pas toujours. Mais tu sais, lui, de par son expérience, il était super à l'aise. C'est la même chose avec Alexis. Tu sais, Alexis aussi, au début, il mettait ses limites, mais il est rapidement tombé sous le charme de Joël. Puis lui aussi, il attendait ses massages avec beaucoup d'enthousiasme. Puis ça lui faisait un bien fou. Puis moi, ça me rassurait de savoir que c'est quelqu'un qui était recommandé par le camp parce que justement, il avait fait sa formation donc en massothérapie, il était à l'aise, il connaissait la maladie, il savait ce qu'il faisait. Là. Oui, c'est sûr. Donc, tu sentais qu'il y avait un accompagnement au-delà du soin de massage sur la table. Tout à fait. Puis on sentait que lui savait où il s'en allait, c'est quoi les bonnes questions à poser, puis vers quoi se tourner, puis... Est-ce que ton questionnaire santé est un peu rectifié de ta clientèle habituelle? Pour appelons ça les proches aidants, que ce soit les parents, la fratrie, tout ça, c'est sensiblement le même. J'ai une annexe qui est là pour les personnes qui ont un diagnostic, donc autant de savoir quel type de cancer qui est présent, c'est quoi les traitements que la personne reçoit. On va aller adresser les différents effets secondaires, autant de la maladie, parce que même à Leucan, c'est il y a 2 ans, je pense, se sont rendus compte que les enfants qui avaient leur diagnostic, 25% de ces enfants-là avaient déjà des os qui étaient fragilisés avant même de commencer les traitements. Donc, on adresse les enjeux des effets secondaires de la maladie et on adresse les enjeux aussi des effets secondaires des traitements. Et chaque personne réagit quand même différemment, tout dépendant on a tout un corps différent. À la base, il y a un métabolisme différent. Donc, oui, il y a des protocoles qui sont là qui vont aller chercher comme la ligne médiane un petit peu de comment que ça devrait se passer à l'intérieur du corps. Mais c'est important de connaître justement c'est quoi le parcours de notre client, patient, tout dépendant dans quel domaine physique on travaille. On est à l'hôpital, on se mêle en fait à l'équipe médicale, fait qu'on a le droit de les appeler des patients à ce moment-là. Mais c'est important de voir c'est quoi tout le parcours pour pouvoir mieux adapter après ça notre geste de massage pour que ce soit sécuritaire autant pour nous que pour la personne qui est atteinte. Tu dis on relève de l'équipe médicale. Comment c'est là, c'est sûr que c'est le camp qui est directement à Sainte-Justine qui t'a recommandé en massothérapie. Puis est-ce que tu as eu des retours de l'équipe médicale? Est-ce que tu vois qu'il y a une ouverture? Est-ce que tu as senti qu'il y avait un travail d'équipe qui était vraiment là? C'est sûr que Leucan travaille beaucoup avec l'équipe médicale présente sur place parce qu'ils sont tout le temps sur les étages avec nous et tout. Les médecins, dans le fond, sont ouverts à tout ce qui peut aider le patient
et les proches aidants, là, et la famille, à vivre pas juste la maladie physiquement, mais aussi d'un point de vue santé mentale, au niveau de nos émotions aussi, tout ça. Donc, il y a tout un inventaire aussi, parce que moi, j'avais la massothérapie avec Joël, mais j'ai aussi bénéficié de l'aide d'une travailleuse sociale en hémato-oncologie à Sainte-Justine qui m'a accompagnée pour apprivoiser tout ce qui nous arrivait, puis apprivoiser mon sentiment d'injustice, mon sentiment d'impuissance, puis accepter de vivre le moment présent, puis travailler ma notion de contrôle. J'ai eu tout ça, puis oui, les médecins, ils favorisent la massothérapie, ils trouvent que c'est ça. Ils veulent juste, faut que le masso soit conscient aussi des limites que le patient présente. T'sais, comme par exemple, Alexis, la chimio avait beaucoup d'impact sur son foie. Fait qu'il avait souvent mal au ventre. Ben, ça aurait peut-être pas été une bonne idée qu'on aille masser là spécifiquement. Fait que, exactement. Donc, tu sais, il y en a qui vont faire là, aide-moi avec le mot, ceux qui ont des décharges électriques dans les doigts. La neuropathie. Ah, il y en a plusieurs qui vont faire ça. Fait que c'est sûr que c'est important que tu le saches aussi, ça va masser. Donc, tu sais, les médecins, dans le fond, tant qu'il y a une transparence dans ce que le patient vit, sont très ouverts. Je pense qu'ils voient ça d'un œil très positif. Là. Quand tu dis bénéficier, est-ce que c'était les charges étaient à l'UQAM? Oui, toutes les charges étaient à l'UQAM? Oui, tout le temps où Joël m'a suivi pendant les traitements d'Alexis, tous ceux qui se faisaient masser par lui, c'était couvert par l'UQAM. Ça payait par eux. Et puis ça dure combien de temps, ce service-là? Là, corrige-moi si je me trompe, mais c'est toute la durée des traitements plus 1 an post-traitement. Fait que la première année de rémission officielle, si on veut, où il a terminé les traitements, c'était couvert par l'UQAM. Puis à quel rythme? C'était 1 fois ou 2 mois. Des fois, c'est ça, comme moi en début, parce que j'étais comme en phase plus aiguë de... Réactive. Oui, c'est ça, de troubles de l'adaptation ou d'anxiété, nommons-le comme on veut. Il m'avait permis, c'est ça, il m'avait offert 1 fois par mois, pour 3 mois. Donc, j'avais comme 3 massages sur 3 mois, puis après ça, on passait aux 2 mois. OK. Quand même, ils sont là pour s'adapter aussi. Oui, aux besoins de la famille. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est pas réservé uniquement à l'enfant qui subit les traitements, mais c'est aussi les 2 parents peuvent en bénéficier, les frères et sœurs peuvent en bénéficier. Donc, moi, les sœurs d'Alexis ont eu quelques massages aussi avec Joël. OK. Puis, Joël, comment c'est comme masso de travailler à travers le camp comme ça? C'est vraiment un privilège, puis il y a plein de magie à travers tout ça. On crée des liens qui sont assez exceptionnels. D'un, parce qu'on rentre dans une bulle très privée et très vulnérable aussi de la famille. Et de voir, puis clairement le lien qu'on a avec le camp à travers tout ça fait en sorte qu'il y a comme une confiance établie avant même la première rencontre. Puis bon, il y a tout le temps des petites questions au début par rapport entre autres au traitement et tout ça qui fait en sorte que ça met les gens en confiance parce qu'ils savent que bon c'est pas un masso qui connaît rien à la pathologie justement. Et de voir aussi le côté magique parce que tout dépendant de chaque famille est aussi différent. Des fois, il y a juste l'enfant qui est atteint qui veut se faire masser. Des fois, il y a un parent et l'enfant. Puis des fois, toute la famille bénéficie. Mais dans les cas où on masse, comme principalement l'enfant qui est atteint parce que il y a des parents qui sont coupables de recevoir un massage parce qu'ils font comme je suis qui moi pour recevoir un massage quand mon enfant est malade. C'est comme on met l'emphase sur l'enfant. Et de voir qu'on masse l'enfant et que non seulement l'enfant réagit bien et que ça lui fait du bien à lui, mais qu'on fait du bien à tout l'entourage parce que de par leur impuissance, font comme on sait pas quoi faire pour que notre enfant aille mieux. Lui, on le voit aller, ça se passe bien, les massages font du bien. Puis souvent, c'est quelque chose de graduel aussi, comme justement avec Alexis, dans les premiers massages, il voulait rester habillé, fait qu'il était par-dessus la table de massage, on le massait par-dessus les vêtements, puis au fil du temps, c'est comme mais on peut peut-être faire le dos, fait que je vais enlever mon chandail, puis à la fin, c'est ça, c'est quand même un massage global, fait il y a un beau lien qui se développe aussi au fil du temps. Puis il n'y a pas vraiment de durée de traitement, fait qu'il y en a pour qui c'est plus rapide, donc ça peut, quand je dis plus rapide, dans des cas où ça se passe bien dans les traitements, mais c'est comme l'épisode
peut durer 1 an, mais des fois, c'est comme c'est 2, 3 ans ou quoi que ce soit. Fait que le lien est encore plus profond à ce moment-là, mais de voir qu'on peut faire du bien à 5 personnes en amassant une, par exemple, c'est magique. Puis de voir, de donner la possibilité à ces gens-là de se reconnecter avec eux-mêmes à travers tout ce qui est l'adversité, puis de prendre, que ce soit une demi-heure, que ce soit 1 heure, de dire, ah, là, c'est moi qui est important en ce moment, puis je vais me ressourcer pour pouvoir mieux avancer moi-même et accompagner l'enfant. C'est vraiment magnifique. On est beaucoup, comme parents, au diapason. En tout cas, moi, c'était ça. C'est devenu... On développe une relation presque fusionnelle avec notre enfant malade. Tu sais, même si c'est important qu'il y ait une espèce de détachement, tu sais, que notre enfant puisse s'éloigner de nous sans stresser. Mais là, veut pas, on est toujours avec lui, on subit tout ça à ses côtés. Ça devient un petit peu fusionnel, puis on était comme au diapason l'un de l'autre, Alexis et moi. Quand lui allait pas bien, moi j'allais pas bien. Quand j'allais pas bien, il allait pas bien. Mais quand un va bien, ben ça aide l'autre à mieux aller. La massothérapie aidait là-dessus. Parce que les deux, on attendait ce moment-là, on était contents, ça nous faisait du bien tous les deux. Puis moi, après, ben j'ai eu un moment où, tu sais, j'ai pu me laisser aller pendant 1 heure. Ben là, tu viens de me recharger pour les prochaines semaines, tant auprès de mon enfant malade, mais aussi auprès de ses 2 sœurs. Parce que je suis encore maman de 2 autres enfants qui ne sont pas malades et qui continuent leur quotidien, mais qui est complètement chamboulé. Fait que ça vient vraiment aider cette espèce de relation de codépendance émotive qu'on a à mieux aller, à vivre des moments agréables. Puis on voyait pas beaucoup de gens non plus parce de par l'état supprimé d'Alexis, nous, on suivait le conseil en lettres, on limitait beaucoup nos contacts à l'extérieur. Il y avait la COVID encore qui était très présente. On se masquait partout. Les gens qui étaient malades, on les voyait pas. On évitait les foules. Fait que de voir Joël, c'était comme un humain avec qui je pouvais jaser d'autres choses que le cancer, parce qu'à Sainte-Justine, on les adore, là, on les connaît par cœur, on connaît toutes les infirmières, mais est-ce qu'on est là pour parler de cancer et tout? Mais là, il arrivait, puis là, ça jasait de l'ego, puis on jasait il me parlait de sa fille. C'est ça, ça me faisait un moment contact humain, social, sécuritaire. Voilà. Qui était très différent aussi de la discussion qu'on a avec notre enfant malade aussi à travers tout ça, parce qu'on a un niveau de langage, tout dépendant de l'âge de l'enfant, mais ça, il y a un niveau de langage, puis dans le genre de conversation qu'on a avec l'enfant, de dire hey, je peux parler à un adulte, entre autres. Ça aussi, ça. Puis il est pas en train de me parler de mon aiguille de Pâques ou de mon pic-pic de formule sanguine ou de mon décadron ou de, tu sais, c'est ça. C'est beau. Vraiment. Est-ce que vous avez continué les soins de massage maintenant qu'il est Absolument! Oui. Il vient encore une fois aux 2 mois. Ben là, c'est couvert par mes assurances privées. Là, je le fais. Mais oui, moi, j'ai appris des leçons de vie à travers la maladie, dont celle, c'est important de prendre un petit moment pour prendre soin. Puis la massage, que je trouve génial, c'est que ça prend soin du corps, mais ça prend soin de la tête aussi. Ça prend soin. Donc, oui, moi, ça me fait un bien fou. Puis, ben, je veux me garder en forme, parce qu'on n'a pas encore exclu la possibilité qu'il fasse une rechute. Elle est encore là pour la prochaine année. Moi, je veux être en forme si jamais il fallait qu'on se relance dans un autre combat. Je veux être prête à l'affronter. Donc, c'est important que je prenne soin de ma santé physique et mentale. Puis, la masso en fait maintenant partie intégrante. Quand s'est posé la question dans les 2 dernières années, à savoir, il nous questionnait, nous, les massos qui sont attitrés par le camp, c'est comme à quel point vous avez des familles que vous suivez plus dans le jumelage de Leucan puis qui continuent de vous solliciter. Puis il y en a quand même plusieurs. Puis la raison est, entre autres parce qu'on connaît leur historique et tout ça, mais qu'on a tellement créé des liens profonds, puis qu'on est loin de... Bon, ça arrive qu'on parle de température, mais c'est rare. C'est rare. Plus par rapport à nos vacances qui s'en viennent. Mais on est vraiment dans les vraies choses. Puis du fait qu'on connaît si bien la famille dans une vulnérabilité, dans une intimité que peu de gens connaissent, c'est comme ça leur tente pas tant de recommencer comme l'historique avec un autre thérapeute, et c'est déjà établi depuis, ça, comme je disais tantôt,
généralement, c'est minimum 1 an, même quand tout se passe bien. Fait que le lien continue après, puis moi, je suis super privilégié encore là de continuer de voir la famille, tout dépendant sur des disponibilités de chacun, mais d'alimenter qu'est-ce qui a été mis en place pendant plusieurs Ouais. mois. C'est important. Puis, tu disais au début, pendant sa phase d'induction, il y avait des massothérapeutes qui étaient présents là. Oui. Donc, elles étaient présentes toujours ou... Ben là, corrige, là, tu connais peut-être plus l'horaire de... Ben, ça l'a changé un petit peu. Je peux peut-être me permettre là-dessus. Il y a 2 thérapeutes qui sont là, appelons ça à temps plein, mais qui couvrent pas les 7 jours complètement. Donc, il y a pas un massothérapeute qui est là vraiment 24 heures sur 24 heures sur 24. 24. Mais il y a quand même un bon suivi. Moi, j'ai quand même, c'était un parcours, en fait, un chemin obligé quand moi, j'ai fait suivre ma formation qui était avant COVID. On faisait un stage justement à Sainte-Justine. Donc, j'ai pu voir les installations et tout ça. Puis, tantôt, on parlait de complémentarité des soins et tout ça. Je suis resté estomaqué de voir que la juxtaposition de la médecine traditionnelle versus tout ce qui est complémentaire, c'était pas juste une belle idée sur du papier quelque part. Moi, je me rappelle, on n'a pas d'horaire comme tel quand on est entre autres à Sainte-Justine, pour les quelques personnes chanceuses qui peuvent travailler là-bas, mais c'est qu'on regarde quel enfant a peut-être le plus de besoins cette journée-là selon la formule sanguine qu'ils prennent à chaque matin là-bas. Fait qu'on voit qui en a le plus de besoins, puis on se promène dans les chambres. Et je me rappelle, à un moment donné, je suis venu pour aller masser un enfant et j'ai vu qu'il y avait un médecin qui était dans la chambre. Fait qu'on laisse quand même la place au médecin. Puis je passe par devant la porte de la chambre pour aller voir un autre enfant. Puis le médecin fait comme est-ce que tu viens pour le massage? Comme ben oui. Comme mais je prends les signes vitaux de la journée, voir comment ça va, mais c'est comme tu peux rentrer, puis déjà moi là, je fais comme OK, c'est comme ça. C'est pas normal, un médecin me dit prends ta place. Puis là, je suis comme puis là, je me rappelle, ça devait être drôle vu de l'extérieur, mais je longeais le mur pour pas déranger le médecin. Et là, un moment donné, le médecin me regarde et dit si tu veux que je change de côté de lit d'hôpital pour commencer à t'installer et faire le massage, et comme vas-y. J'ai fait comme wow. C'était vraiment un autre moment magique, mais de montrer à quel point les médecins voient c'est quoi la part de la massothérapie, et même souvent, par rapport aux enfants spécifiquement, mais du fait qu'on les masse, ils deviennent plus réceptifs aussi au traitement, parce que le corps est moins en réaction. Puis ça aide les parents justement aussi à bien mieux encadrer ou de façon plus saine, plus sereine l'enfant. Mais cette complémentarité-là en hôpitaux est géniale. Ouais, puis je fais du rebond moi aussi, mais il y a pas juste, il y en a 2 qui viennent faire de la massothérapie, mais on a aussi des clowns docteurs qui viennent. On avait une qui venait faire de la musicothérapie, qui venait chanter, puis faire jouer de la musique avec les enfants. Il y a des éducatrices spécialisées qui venaient. C'est vrai, les médecins et les infirmières s'organisent autour de ça. C'est comme aidant quand ces gens-là arrivent parce que ça change le focus dans la chambre. L'enfant, au lieu de focuser sur l'acte médical, ben là, hop, si je vais écouter la musique ou le clown il fait une niaiserie ou on s'en vient me masser, ça fait que les soins se passent mieux généralement. C'est vrai que tout le monde travaille en équipe. Alexis, dans le fond, il venait des fois l'avant-midi, des fois l'après-midi. C'était pas un horaire fixe. Puis aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, ben c'est correct, on repassera un autre moment. Il y avait beaucoup de flexibilité aussi dans. Le cas demande quoi au massothérapeute? C'est quoi parce que tu enseignes aussi la masso-onco. Oui. Donc, c'est quoi les exigences dans le domaine là, pour être reconnu masso-onco? Il y a différentes écoles tout court avec différents cursus de différents nombres d'heures. Oui. On connaît notre réalité québécoise. Ouais, c'est ça. Le camp, demande quand même un certain minimum de nombre d'heures de formation. Ils ont leurs critères spécifiques qui, bon, dans le temps, fluctuent aussi. Généralement, ils demandent quand même un 250 heures et plus de formation. Fait que je sais qu'il y a des massothérapeutes, entre autres, qui voudraient aller travailler pour le camp, mais qui ont eu comme une capsule de 60 heures dans une école ou même 150 heures qu'on voit de temps en temps, qui fait en sorte qu'en clinique, exemple, on peut très bien fonctionner, mais pour le camp, ont des exigences plus hautes que ça, surtout s'il y en a qui veulent travailler en milieu hospitalier, ça c'est quand même une réalité qui est très différente de ce qu'on connaît comme massothérapeute.
dont il faut être au courant pour connaître un peu la dynamique de l'hôpital et bon, tout ce qui est matériel aussi qui peut être là, les fameux protocoles. Donc, c'est ça. Généralement, c'est un 250-300 heures. Moi, ce que j'enseigne, c'est du 300 heures, donc qui inclut la théorie et des stages pratiques avec des gens qui sont atteints, parce qu'on peut pas faire assemblant. Je peux pas dire, fais assemblant d'avoir une leucémie, puis on va voir comment moi je m'adapte. C'est comme, on est obligé de le faire avec quelqu'un qui est atteint. Donc, c'est un parcours quand même important dans cette formation-là. Mais c'est ça, le camp a quand même ses exigences. Je veux dire, ça touche quand même des enfants, fait que veut pas, bon, tout ce qui est enfant, autant que, bon, un enfant malade ne devrait pas exister. Tout ça, c'est comme si tout le temps plus sensible comme sujet. Donc, c'est très correct qu'ils mettent des exigences aussi élevées pour s'assurer que, justement, ça soit sécuritaire pour le thérapeute, pour l'enfant et pour la famille aussi. Génial. Merci beaucoup. Bonjour Alexis. Allô? Merci de vouloir jaser avec moi puis Joël aujourd'hui. Dans le fond, Joël, ça fait un petit bout que tu le connais. Ouais. C'est ton massothérapeute. Oui. Puis comment t'aimes ça avoir des massages? Ça me fait du bien, puis ça me relaxait pendant mes chimios, parce que ça me calmait. Parce qu'avant, ça me stressait. Là, quand on m'a fait des massages, ça m'a calmé mon stress. Ça t'a calmé ton stress. Ouais. Tu le sentais tout de suite après ton massage. Oui. Moi, je me permets une question. Qu'est-ce qui te stressait avant de commencer? Avais-tu peur de quelque chose en particulier? Qu'est-ce qui faisait en sorte que le massage, tu disais peut-être, peut-être pas. Je sais pas comment. Okay. Avais-tu peur que ça fasse mal? Non. Non? Est-ce que ça te dérangeait que quelqu'un te touche? Un peu. OK. Parce que là, pendant tous tes traitements, il y avait beaucoup de gens qui te touchaient. Tu rencontrais beaucoup de gens différents. Fait que là, Joël ou une autre massothérapeute, c'était comme une autre personne qui venait à ta rencontre, qui venait vers toi. C'était peut-être un petit peu trop à ce moment-là au début, jusqu'à temps que tu te rendes compte que ça te faisait du bien. Oui. Là, au début, tu te faisais juste masser les pieds. C'est ça que maman nous a raconté. Ouais. Puis là, tranquillement, avec Joël, tu t'es déjeuné un petit peu plus, puis tu as pris confiance. Puis là, maintenant, tu reçois des massages comme un vrai massage, là, sur la table de massage, avec de l'huile de massage. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Je sais pas. Quelle partie de ton corps t'aimes le plus? Je sais pas. C'est peut-être toutes. Toutes! C'est une très bonne réponse. Je suis d'accord avec toi. Puis est-ce que tu trouves que les massages à Joël, ils durent assez longtemps, là, ou tu voudrais que ce soit encore plus long? Ah, ils durent. Ils durent assez longtemps, ah oui. Et ça se peut que tu sois chatouilleux aussi pendant le massage, puis que tu rigoles un peu. Ouais, Oui? c'est ça. On s'amuse quand même pas mal pendant le massage. C'est pas un massage typique avec C'est Alexis. pas sérieux, là. Il y a beaucoup d'interactions et un peu d'humour aussi. Exact. Moi, je suis dans le lâcher prise. Je dis pas un mot, puis je suis couchée, puis mais c'est pas ça. Non? Puis Joël, il nous dit, choisissez la musique que vous voulez. J'ai massé sur toutes les sortes de musique. Fait qu'on s'empêche pas. Fait que moi, j'avais fait ma playlist de chansons. Ouais, j'avais ma playlist massothérapie, puis c'était beaucoup des chansons sur I'm Alive, I Won't Give Up, tu sais, là, motivation, empowerment. Lui, il mettait n'importe quoi comme chanson, là. Lui, il se trouvait bien drôle, là. Pas la tune de Mario Bros, toujours? Oh, je serais pas surprise si c'était son personnage. Tu sais, je pense à les traitements, ça. Bon, j'ai deviné. Comment tu vis ça à tous les jours? Là, tu es retournée à l'école. Ben là, tu es en congé d'école. Mais tu es retournée à l'école. Ouais. Donc là, tu es entourée avec tes amis. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu te sens différent? Est-ce que tu te sens... Est-ce qu'il y a des gens qui te posent des questions? Au début, je me sentais un peu différent, mais maintenant, ça va beaucoup mieux parce que c'est comme si j'étais moins différent parce que j'ai presque fini mon cancer. Mm-hmm. Mais au début, je me sentais un peu différent parce que j'avais encore mon cancer, j'avais un pack ici. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Parce que moi, je connais pas ça. Un pack, c'est que il me coupait ma peau, il mettait ça, puis c'est pour mettre mon aiguille pour transférer la chimio.
OK. Fait que c'est comme un petit boîtier en silicone. Ça ressemble comme une rondelle de silicone rattachée à une tubulure qui est à l'intérieur. C'est fixé sur la côte et sur les muscles. Puis la tubulure va se déverser directement dans une artère du cœur. C'est sous-cutané pour lui, fait qu'il referme la peau après. Puis l'avantage de ça, c'est qu'après ça, en clinique, ils vont lui planter, dans le fond, une aiguille directement dans sa rondelle, qui, elle, a une autre tubulure et qui est raccordée. Parce qu'il a toujours peur de faire des nécroses. Quand ils prennent ça dans des petites artères ici, là, dans les petites veines, ouais, si la veine cède, il y a certaines chimios qui sont très toxiques pour la peau. Pour pas que ça rentre en contact avec la peau, ça fait des nécroses. Donc, c'est plus facile de le faire via le PAC, mais il y a aussi plusieurs personnes qui ont ce qu'on appelle un PICC line, qui est comme inséré là, proche du bicep. C'est un peu le même principe. Là. C'est une voie centrale, dans le fond. Fait que là, tant que tu l'avais, tu te sentais différent. Ouais. Là, maintenant. Ben là, depuis que je l'ai plus, je me sens un peu ordinaire. Un enfant qui est un peu ordinaire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amis de ton âge qui t'ont posé beaucoup de questions, qui étaient curieux de savoir ce que tu avais? Pas tant. Ça, c'était magique aussi pour le camp est venu faire de la sensibilisation. Ben, moi, j'avais demandé. Fait qu'ils sont venus faire de la sensibilisation dans sa classe. Puis ils sont allés dans les classes de ses sœurs aussi. Puis c'est sûr que quand Alexis a réintégré l'école, on était comme pas tout à fait à mi-chemin de ses traitements. Il y avait pas de cheveux ou très peu. Il était un peu enflé du visage à cause de certains médicaments. Il portait son masque en tout temps. Puis il a été dans un environnement très protégé ici. C'était calme, c'était silencieux. Fait que quand il est retourné à l'école, le nombre de stimuli, les sons, la cour d'école, c'était... Fait qu'il se promenait avec ses coquilles partout. Bon, évidemment, on voyait la différence, mais les enfants ayant été sensibilisés à l'avance, et puis je pense que tout le monde est sensible au mot cancer. Il y a plusieurs enfants qui ont des grands-parents qui en ont eu. Tout le monde était vraiment très, très à l'écoute, très respectueux de la différence. Tout le monde s'est mobilisé autour de lui, même des élèves qui ne connaissaient pas du tout, mais tu sais, comme ah oui, c'est pas compliqué. Mais lui voyait quand même la différence. Puis... Et est-ce qu'à l'hôpital, tu t'es fait des amis? Non, ça switch. Mais encore là, la COVID nous a nuit parce que on n'avait pas le droit de sortir de nos chambres. Il y avait une salle de jeux vidéo à l'étage d'hospitalisation. Il y avait une salle de jeux vidéo. Les jeunes se retrouvaient là pour jouer ensemble. C'était pas permis à cause de la COVID. Tout le monde devait rester dans sa chambre. Puis même en clinique externe, quand on arrivait dans la salle de jeu, qui est comme la salle d'attente, on n'encourageait pas à ce que les enfants jouent ensemble. Les jeux étaient tous rangés, puis c'était les dames de Leucan qui les sortaient un à un pour le jeune. Ils devaient tout désinfecter après. Fait que ça nous a vraiment nui pour ce qui est de la socialisation des enfants entre eux. Parce que la fille de ma sœur a aussi un cancer pédiatrique qui a rien à voir avec une leucémie. Elle a eu un rétinoblastome, qui est un cancer de la rétine de l'œil, et elle avait 13 mois. Puis, il n'y avait pas de COVID à ce moment-là, parce que ça fait, là, aujourd'hui, elle a 12 ans, ça fait longtemps. Et c'était, là, tous les enfants jouaient ensemble dans la salle de jeu, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Elle a connu des gens en onco. Nous, les parents, nous, on se reconnaissait des fois dans la salle d'attente. Puis moi, je reconnaissais les enfants aussi. On savait un peu, puis on se retrouvait au dortoir. Quand ils reçoivent des chimios qui durent un peu plus longtemps, ils sont installés sur des civières, mais à l'écart, dans une pièce qu'on appelle le dortoir. Fait qu'il y a une dizaine de lits. Quand il y avait aussi des ponctions lombaires, donc la chimio, via son liquide céphalorachidien, là aussi, il était installé au dortoir. Fait qu'on se voyait, mais il fermait toujours les rideaux pour pas que les enfants, à cause de la COVID. C'est une autre réalité. Exactement. La COVID a pas... elle a aidé pour certaines choses. Tout le monde se protégeait avec des masques. Fait que ça, nous, ça nous aidait pour le protéger lui, mais ça favorisait pas les contacts sociaux, disons. Est-ce que tu aurais un message à dire à un massothérapeute qui aimerait ça aller étudier la massothérapie spécialisée pour le cancer?
puis qui se demandent, est-ce que je devrais pas le faire? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, est-ce que c'est une bonne idée qu'ils deviennent un peu comme Joël? Ouais, Ouais, Est-ce pourquoi? je sais pas comment. que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin? Quand même. Puis si quelqu'un avait le cancer puis hésitait à aller voir un massothérapeute, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Tu vois, si ça fait vraiment du bien. Ouais. Ouais, hein? Ouais, c'est une belle expérience. Excellent. Ça t'aide à te sentir mieux. Ouais. C'est normal. Mais merci beaucoup en tout cas. Joël, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à l'oncologie, la masto-onco pédiatrique? Est-ce qu'il y a des informations importantes à savoir? Ben, justement, excuse-moi, j'ai une question. Oui. Il parlait justement de son PAC. Oui. C'est Oui. ça. Ça fait partie, est-ce que ça fait partie ça de la formation, de savoir un peu comment on négocie avec ces Ouais. appareils médicaux-là? Oui, mais en fait, un PAC, c'est un porte-à-carte. En fait, Oui. c'est C'est le l'abréviation. diminutif, oui. Ouais, c'est ça. Puis un peu comme les PICLINE et tout ça, ben c'est en fait, tu sais, pour minimiser le fait de ne pas retrouver des veines puis de piquer à chaque fois, ben, il y a quelque chose qui est là de façon pas permanente, mais qui est là sur une longue durée qui fait en sorte que le processus, justement, est moins désagréable pour la personne. Oui. Mais oui, c'est quelque chose qu'on voit en formation, autant avec des fois les différents appareils que sur lesquels les gens peuvent être branchés. Puis des fois, on se dit, ben moi, j'ai pas le goût de travailler en hôpital ou quoi que ce soit. C'est comme, de un, on n'est pas obligé de travailler en hôpital quand on travaille en oncomassothérapie. Mais aussi, il y a des gens qui ont, appelons ça, le luxe de revenir à la maison parce qu'il y a de la chimio orale, mais qu'il y a des fois aussi des appareils médicaux qui sont passés par le CLSC ou quoi que ce soit. Donc, pas parce que la personne est à la maison non plus qu'il n'y a pas d'équipement médical. Donc, c'est important de connaître sans nécessairement comment les utiliser, mais de savoir à quoi ça sert et à quoi faire attention. Comme dans le cas du porte-à-carte, justement, c'est comme on n'ira pas masser directement à cet endroit-là parce que bon, c'est ça peut être plus sensible aussi. On bâtit notre milieu et notre environnement de travail pour que ça soit sécuritaire pour tout le monde. Donc, on ne veut pas s'accrocher dans la tubulure ou dans le bout, justement, où on insère l'aiguille parce que ça va venir travailler sur tous les tissus en tout qui va créer un désagrément. Donc, on veut que la personne se rappelle de nous pour des bonnes raisons et non pas parce qu'on a accroché quelque chose. Donc, c'est toutes des choses qu'on voit dans la formation qui sont importantes de savoir. Donc, oui, il y a la maladie qu'il faut comprendre. Après ça, il y a les traitements qu'il faut saisir à quoi ça sert de la chimio, à quoi ça sert de la radiothérapie, exemple, à quoi ça sert de l'immunothérapie et les effets secondaires que ça a. Mais il y a aussi tout ce qui est environnemental. Donc, y a-tu des branchements? Y a-tu des gens qui ont des stomies? Donc, le sac pour justement tout ce qui va remplacer un petit peu l'estomac. C'est comme, il n'y a pas de problème à aller masser quelqu'un qui a une stomie, mais ça impacte sur justement l'adaptation qu'il faut avoir par rapport à cette personne-là pour qu'elle se sente confortable aussi. Il y en a qui sont tellement honteux d'avoir une stomie, même si on s'entend, c'est pas un choix. Donc, de travailler avec ça et de sécuriser la personne, de la calmer par rapport à tout ça aussi, c'est vraiment important. Génial. Alexis, avais-tu quelque chose à rajouter? Non, je pense. Non? Maman, avais-tu quelque chose à rajouter? Non. Merci beaucoup. Merci de de m'avoir ouvert votre porte, votre cœur, parce qu'on s'entend, c'est une communication du cœur là, dans votre intimité et tout. Merci beaucoup.